Son léger sourire ne laisse rien deviner. Valérie Pécresse n'est pas du genre à exulter en public. Pourtant, ça y est, les militants l'ont choisie. Et Valérie, 69 000. La récompense d'une ascension méticuleuse. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, mes chers amis. La droite républicaine est de retour. Pour la première fois, les Républicains ont nommé une femme pour l'élection présidentielle. Est-ce que c'est un plafond de verre là, qui vient de tomber avec votre élection? Ah, absolument. C'est une vraie confiance et une vraie audace de la part des adhérents de la droite qui me donnent la possibilité d'être leur candidate. Les Français la connaissent assez peu. Valérie Pécresse sait qu'elle va devoir se livrer davantage. Comment vous allez protéger votre famille maintenant que vous êtes très exposé quand même avec ce statut de candidate à la présidentielle? Eh bien, c'est un peu nouveau, effectivement, pour moi, pour nous. Donc, ça va être quelque chose d'un peu spécial. C'est vrai que c'est un peu différent pour une femme, forcément. Ça a pesé dans la balance? Vous y avez réfléchi avant de faire votre choix? Oui, le fait que mes enfants soient grands, qu'ils soient partis de la maison, m'a permis d'être plus libérée, c'est vrai. Qui se cache derrière ce visage concentré? Qui est cette femme politique méthodique que peu ont vu venir? Enquête sur une ambitieuse lancée dans la course à l'Élysée. S'il est un exercice auquel elle a toujours répugné, c'est s'étendre sur sa vie privée. De sa famille, les photographes ne connaissaient jusqu'à récemment que son mari, Jérôme Pécresse, cadre dirigeant chez General Electric, polytechnicien, qu'elle a épousé à l'âge de 27 ans. Ils ont eu 2 garçons et une fille, dont il n'existe aucune image publique quand ils étaient enfants, et qui ont aujourd'hui entre 18 et 25 ans. C'est très tardivement, il y a quelques mois, qu'on découvre ses enfants dans la presse, qu'on découvre son mari. Mais elle n'en a pas fait une arme de communication. Pendant des années, elle a essayé de les protéger. Et ça, elle s'est vraiment construit une carapace pour ne pas utiliser l'image de la vie de famille comme une arme politique. Et toutes les autres femmes ne l'ont pas fait. Son statut de candidate la pousse aujourd'hui à se prêter au jeu. La voici en famille, au lendemain de sa victoire à la primaire. Jusque-là, elle ne voulait prendre aucun risque. Et elle s'en est félicitée ce jour de septembre 2016, où son fils Clément a été arrêté en possession de quelques grammes de cannabis. Ils ont monté l'affaire en épingle. Cyril. Des ennemis politiques. Ça a fait l'objet d'un traitement spécifique, et y compris des fuites dans les journaux pour expliquer des tas de choses horribles et faire courir le bruit. Toujours le même sujet. Mauvaise mère. Peut-être qu'on me juge froide parce que j'ai pas posé avec mon bébé à la sortie de la maternité. Peut-être qu'on me juge froide parce que les Français, ils n'ont pas vu grandir toute ma famille. Et donc peut-être qu'ils se disent effectivement Valérie Pécresse, elle est froide. Mais ce jour-là, je me suis dit, qu'est-ce que t'as bien fait de l'avoir faite? Parce qu'il n'y avait pas une seule photo de Clément. Nulle part. Mais il n'y a pas que les Français qui la trouvent austère de prime abord. Son propre directeur de campagne, Patrick Stefanini, avoue avoir gardé une impression mitigée de leur première rencontre en 2004. Quand vous la rencontrez, est-ce que vous lui trouvez des qualités exceptionnelles ou pas? Non, moi, je me souviens, c'est une rencontre au QG de Jean-François Copé. Je croise Valérie Pécresse et je me souviens que je la trouve un peu froide. Bon, mais voilà, Valérie, c'est comme beaucoup de personnalités. Il faut creuser un peu pour découvrir la vraie personnalité. Et j'ai découvert quelqu'un avec une énergie fantastique, avec des qualités de décision que cette froideur captée dans un couloir d'un QG de campagne ne m'avait pas permis de découvrir au premier coup d'œil. Derrière cette carapace, une femme ambitieuse, déterminée à mettre toutes les chances de son côté. La voici à l'âge de 7 ans, une enfance heureuse à Neuilly. Les origines de son ambition politique sont peut-être à trouver dans les grands déjeuners de famille, comme le raconte son père, un professeur d'université agrégé de gestion. Pour tout vous dire, on n'était pas trop de gauche dans la famille, mais on n'était pas des militants de droite. On était, enfin pour faire un schéma, plutôt du centre droit, si vous voulez. Mais on n'était pas des excités politiques.
Donc elle a baigné là-dedans. On en parlait tout le temps. On était tout le temps en train de discutailler, de s'engueuler. Voilà, c'était normal. Une vie de famille. Mais sans être encartée. Non, jamais. La candidate LR a toujours vécu dans des fiefs de la droite traditionnelle. Elle habite aujourd'hui Versailles, en toute discrétion. Elle se méfie de l'étiquette bourgeoise et conservatrice qui colle à sa ville. C'est pourtant bien ici qu'elle a entamé ses études, en classe préparatoire au lycée privé Sainte-Geneviève, avant d'intégrer HEC, puis l'ENA, une grande école dans laquelle elle fait une première apparition télé éclair en 1991. Et tout ce que vous direz ce soir? Oui, je voudrais dormir. Avec ses camarades, elle occupe un amphithéâtre pour protester contre le déménagement de l'ENA de Paris à Strasbourg. Ils s'y sentent tellement bien dans leur école parisienne de la rue de l'Université qu'ils n'ont plus envie de la quitter, même la nuit. Elle était, comment vous dire, bonne camarade, elle était sympathique et en même temps, on voyait bien qu'elle faisait son chemin. Elle était très, très motivée et très concentrée sur les épreuves, elle avait raison d'ailleurs, et sur cette scolarité. Mais enfin, elle était sympa, c'était pas une fille, c'était pas une bêcheuse ou une personne qui prenait les autres de haut, pas du tout. Elle était, je dirais, tout à fait normale et naturelle. Valérie Pécresse sort deuxième de sa promotion et choisit d'intégrer le Conseil d'État. Elle entame une carrière de haut fonctionnaire. Une femme du sérail, au CV idéal, et dont le grand-père maternel, psychiatre, a soigné l'une des filles de Jacques Chirac. Valérie Pécresse a toutes les cartes en main pour entrer en politique. C'est son mari, Jérôme Pécresse, qui, à un moment, lui dit tu vas t'ennuyer au Conseil d'État. Ton grand-père connaissait Chirac, peut-être que tu pourrais aller à l'Élysée, voir s'il y a un job. Nous sommes en 1998. Le président de la République cherche quelqu'un pour le conseiller sur la révolution Internet qui s'annonce. C'est de notoriété publique, l'informatique, ça ne lui évoque pas grand-chose. Et ça tombe bien, Valérie Pécresse travaille alors sur ces questions. Elle passe un entretien d'embauche d'une autre époque, avec Dominique de Villepin, le secrétaire général de l'Élysée. Oui, alors il me reçoit la première fois, il me dit est-ce que vous avez bien conscience que vous êtes favorite pour le poste uniquement parce que vous êtes une femme? Oui, alors, et il continue. Alors je lui dis écoutez, de toute façon, ce sera un très bon choix. Je ne me laisse pas désarçonner. Mais après, il continue. Et là, pour le coup, il m'a désarçonné. Il m'a dit mais de toute façon, vous êtes une femme normale. Vous avez un mari, vous avez des enfants. Donc vous ne ferez jamais de politique. Il n'y a pas de femme normale en politique, il n'y a que des névrosés. La candidate encaisse et elle est choisie. Pour se faire une place au sein de l'équipe du président, elle redouble d'efforts. Quand elle commence auprès de Jacques Chirac, c'est la conseillère technique. Elle n'est pas dans la lumière et elle se fait remarquer parce que c'est une grande travailleuse. C'est vraiment le fil rouge de sa carrière, c'est qu'à chaque fois, et ça lui est parfois reproché un peu son côté scolaire, c'est qu'elle travaille. Mais pour se lancer en politique, le travail ne suffit pas. Il faut avoir le sens du contact. En la matière, elle a comme patron un champion toute catégorie. Jacques Chirac la forme pour les législatives de 2002, sa première campagne électorale. C'était l'époque où tous les partis politiques, quels qu'ils soient, cherchaient des nanas, des femmes. Il n'y avait que des mecs. Et Chirac en avait une sous la main, qui avait envie de faire de la politique, et il lui a dit allons-y. C'est tout. Il était très content d'en avoir trouvé une qu'il aimait bien en plus, parce qu'elle avait travaillé avec lui, etc. Et donc, il a dit, je vais te donner un coup de main et je vais t'expliquer comment il faut se comporter. Jacques Chirac lui demande de venir et il lui dit, explique-moi, montre-moi comment on serre la main. Comment tu serres la main? Et donc, elle serre la main du président, il lui dit très bien, et il lui dit, maintenant, embrasse-moi. Et donc, Valérie Pécresse l'embrasse et il lui explique, c'est pas du tout comme ça qu'on fait, il faut enlacer les gens, il faut que ce soit très charnel, et puis tu sais, il faut mieux embrasser que serrer la main, ça évite d'avoir des crampes, voilà. Valérie Pécresse va jeter toutes ses forces dans la bataille. Car elle a beau être investie dans une circonscription acquise à la droite, l'UDF présente face à elle un candidat solide, ancien militaire, héros de la guerre en Bosnie.
Moi, je la rencontre à cette occasion parce que je suis journaliste au Parisien et donc je suis amené à faire un article sur son match avec le général Morillon. Valérie Pécresse, elle est estampillée bébé Chirac. Et donc, si une proche de Jacques Chirac reste au tapis, ça fait toujours un peu parler. Et donc, je rencontre une candidate qui fait ses premiers pas en politique, qui peut être un peu raide. Moi, je me souviens très bien, mon article était très nuancé. Je ne savais pas qui allait l'emporter. Et en fait, je me suis un peu trompé, puisque Valérie Pécresse l'a largement emporté. La voici au Palais Bourbon. Elle a monté la première marche. Valérie Pécresse, jeune députée des Yvelines, entame le parcours du néophyte. Photo officielle, attribution d'un bureau, indemnité parlementaire, tout est réglé en 1 heure. Premières impressions. Intimidée, curieuse et avec envie de travailler. Comme une entrée des classes. La bonne élève, appliquée, qui récite ses formules. Une image Ah oui, une petite heure. dont elle aura du mal à se défaire. Ça va être juste que j'ai les cérémonies du 18 juin à Versailles, à 11h15. Mais pour l'heure, c'est un atout qui lui vaut d'être nommé porte-parole de l'UMP en 2004. Je pense notamment à la question de l'affectation du surplus des recettes fiscales à la réduction des déficits. Elle démontre qu'elle sait jongler avec les dossiers. Nous voulons que chaque Français, s'il le peut, s'il en a les moyens, s'il travaille, puisse devenir propriétaire de son logement. Nous voulons promouvoir une France de propriétaires. Elle a tendance sans doute à faire des fiches, à bachoter. C'est une énarque, donc assez rigoureuse. Donc elle connaît peu d'impairs sur le fond parce qu'elle connaît vraiment bien ses dossiers. Ma fille n'est pas une bachoteuse. Elle est intelligente et elle réfléchit. Ce que font pas certains hommes politiques qui parlent un peu trop vite sans réfléchir. Donc elle réfléchit et elle apprend. Créer des programmes spéciaux de retour à l'emploi pour les publics qui ont des difficultés particulières, mères isolées seniors, travailleurs non qualifiés, salariés dans des bassins soumis à Elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, qu'elle joue sa place en 2007 si Nicolas Sarkozy est élu. Si elle est une bonne porte-parole, elle a des chances d'être une ministre. Et donc, elle fait en sorte que tout se passe bien. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle décide aussi de cocher une case qui lui manquait. Publier son premier livre. Son éditeur, Jean-Daniel Belfond, lui conseille de se faire violence. Pour le premier livre, je lui dis, voilà, si tu nous fais un bouquin trop technique, tu vendras rien. Il faut qu'on puisse le vendre aux médias en disant, ben voilà, Valérie Pécresse, sans l'armure, elle habite Versailles, elle n'essaye pas de paraître arrivée du 9-3, elle est qui elle est, avec sa personnalité, avec son histoire. Et je dis, voilà, la mission, c'est que les émissions de télé, de radio t'invitent et que tu parles de ton livre. Et pour cela, il faut que tu nous racontes des choses de la vie quotidienne. Elle n'a pas raconté des choses transcendantes, mais c'était quand même vécu, c'était du quotidien et ça a plu. Elle en vend 3000 exemplaires, loin d'un best-seller, mais honorable pour un livre politique. La méthode Pécresse finit par porter ses fruits. Madame Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle entre dans le gouvernement de François Fillon, la consécration. Ça a été quoi vos premières pensées? Dans ces cas-là, je crois qu'on a toujours une pensée pour sa famille et pour tous ceux qui sont venus avant. Et notamment mes grands-parents. Et non, c'est trop émouvant. La nouvelle ministre ne baisse pas la garde. Sa cuirasse, elle va en avoir besoin, plus que jamais. Car au sein de la droite, elle vient du mauvais camp, celui de Jacques Chirac, celui du passé. Mais on sait que Nicolas Sarkozy lui préférait Nathalie Kosciusko-Morizet, Rachida Dati, d'autres. Elle était la chiracienne tolérée à la table des sarkozystes. Les projecteurs ne sont pas projetés sur elle. Dans le gouvernement Sarkozy, il y a 3 femmes qui attirent la lumière. C'est Rachida Dati, qui est garde des Sceaux, c'est Ramayad, qui est secrétaire d'État aux droits de l'homme, et c'est Fadela Amara, qui s'est chargée des villes et des quartiers. Et donc elle est un peu mari de ça. Et puis elle est un peu jalouse, parce que Nicolas Sarkozy a d'abord de l'affection, de l'attirance pour ces visages-là qui détonnent. Il passe tout à Rachida Dati ou à Ramayad quand il est beaucoup plus exigeant avec elle. Là encore, la bonne élève veut briller par ses résultats. Elle se lance tête baissée dans l'une des premières réformes du quinquennat Sarkozy, l'autonomie des universités. Le baptême du feu. Dès la rentrée 2007, les grèves et les blocages se multiplient.
Cette professeure d'histoire à la Sorbonne se souvient des négociations auxquelles elle participait en tant que déléguée syndicale. Je crois qu'elle était chargée d'appliquer une politique qui était décidée, qui était dans les cartons du candidat Sarkozy et qui était mise en œuvre. Après, je ne pense pas qu'elle puisse se faire un titre de gloire d'avoir mis dans la rue autant de membres de la communauté universitaire et autant d'étudiants. Et elle est bonne communicante, mais je ne pense pas qu'elle ait été à l'origine du contenu de ce projet et la fermeté venait d'en haut. Valérie Pécresse, elle joue son va-tout. Soit ça passe, soit ça casse. Si ça passe, elle aura peut-être droit à une promotion, peut-être un destin s'ouvrira à elle. Si ça ne passe pas, en revanche, ce sera un vrai désaveu. Elle aura essayé de faire passer une réforme, elle aura dû reculer, c'est extrêmement humiliant. Elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Olivier Pagési est alors son directeur de cabinet au ministère. Il vante la ténacité de son ancienne patronne. Valérie, c'est quelqu'un qui ne se défausse pas. Donc, quand elle est dans un amphi, elle prend le micro et elle parle et elle dit ce qu'elle pense. Un grand merci de vous être à nouveau libérés. Je vous rassure tout de suite, j'espère que nous ne passerons pas nos vacances ensemble. Quand elle est sûre du bien fondé de la réforme qu'elle porte, elle va au bout, tout simplement. Il a fallu trouver des alliés, des voies de sortie, des compromis. Et là aussi, c'est la marque de fabrique de Valérie Pécresse. Et elle va tenir des mois et des mois pour finalement réussir cette réforme. Elle a à son actif, en tant que ministre, une grande réforme menée à bout. Valérie Pécresse construit patiemment sa crédibilité. Elle qui a longtemps été sous-estimée par sa famille politique comme par ses adversaires. Quand elle s'attaque à la région Île-de-France, détenue par la gauche depuis près de 20 ans, son concurrent socialiste, le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone, pense n'en faire qu'une bouchée. Très vite, Claude Bartolone va essayer de lui accoler une étiquette qu'il imagine disqualifiante. C'est la Versaillaise, c'est la candidate des serre-têtes et des jupes plissées. Notre région, ils veulent la mettre en rang, en uniforme, un serre-tête dans les cheveux. Mais c'est pas ça l'Île-de-France. L'Île-de-France, elle a les cheveux lâchés, elle est libre, elle est progressiste. Il l'a réduite à l'image d'une ultra-conservatrice. Honte à ceux, et je pense ici à la candidate de Nicolas Sarkozy en Île-de-France, qui n'ont eu de cesse durant le premier tour de vouloir siphonner l'extrême droite en valorisant ses thèmes, en accréditant ses thèses. Même le président socialiste sortant, Jean-Paul Huchon, est surpris par la violence des attaques contre Valérie Pécresse. Bartolone, il a fait une campagne honnêtement assez odieuse contre elle. Une campagne, au fond, qui la ciblait comme femme blanche, qu'aujourd'hui, ça ne passerait plus. Et ça lui a été fatal. C'est-à-dire que non seulement il va faire l'union de la droite autour de Valérie Pécresse, et ce n'était pas acquis, et ensuite, il va aussi modifier le regard sur elle. C'est-à-dire que, notamment, l'électorat féminin se dit « mais c'est très agressif comme attaque ». Et donc, elle réussit en fait à utiliser cette critique pour en faire une arme politique, pour se défendre et se démarquer, et ça marche. À la surprise générale, Valérie Pécresse remporte l'élection d'une courte tête. La voilà pourvue d'un solide bastion régional. Mais pour s'imposer dans son parti, puis aujourd'hui à l'élection présidentielle, c'est une autre étiquette qui lui pose problème. Celle d'une opportuniste, sans réelle conviction. Le malentendu date du mariage pour tous. Cette promesse de campagne de François Hollande, portée par Christiane Taubira, fait descendre des centaines de milliers d'opposants dans la rue. Derrière les banderoles de la Manif pour tous émergent des figures de la société civile, comme Frigide Barjot ou Ludovine de la Rochère. Vous êtes là, foule immense. À droite, les élus se bousculent pour incarner la contestation. Alors bien sûr, on a été très caricaturé, très diabolisé, mais en réalité, les élus de droite sentaient bien que c'était leur électorat pour une très large part. Catholique revendiquée, Valérie Pécresse est en première ligne.
On la voit dans les manifestations, elle a des mots assez durs pour défendre le mariage traditionnel, entre guillemets. Elle le fait par conviction, elle le fait aussi en raison de ses attaches électorales. Elle est élue, implantée dans les Yvelines, du côté de Versailles. Ce sont des terres où la loi Taubira est honnie. Ce sont des terres où beaucoup de manifestants viennent le dimanche dans les rues de Paris s'opposer au mariage pour tous. Et donc elle suit son électorat, peut-être le regrettait d'ailleurs un peu aujourd'hui. En tout cas, elle a depuis changé d'avis sur la PMA sans père. Alors elle est restée constante pendant des années. Et puis finalement, en septembre 2021, elle a dit « Non, mais moi, je suis favorable, j'aurais voté la loi ». Elle voulait dire « Si j'avais été députée, j'aurais voté en faveur de la PMA sans père ». Pourquoi ce revirement ? Je pense par opportunisme. À un moment donné, elle a pensé peut-être attirer elle un électorat progressiste. Toujours est-il qu'elle a déçu une partie de l'électorat conservateur. D'autant que beaucoup se souviennent aussi de l'épisode de la primaire en 2016. Alors que la droite se cherche un chef pour la présidentielle, Valérie Pécresse fait un pari aussi inattendu que perdant. En avant, Alain! Nous sommes derrière toi! Elle est spontanément proche de François Fillon. Tout le monde imagine qu'elle va plutôt le soutenir. Et en fait, elle va décider de rejoindre Alain Juppé. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand elle le fait, beaucoup de gens imaginent que Alain Juppé sera élu. Beaucoup de gens imaginent qu'il va gagner la primaire et qu'ensuite il sera le prochain président de la République. Et donc elle va la faciliter. Elle le rejoint. C'est ce qui vaudra d'ailleurs un surnom à l'époque dans les rangs fillonistes. Une fois qu'elle aura fait ce choix en faveur d'Alain Juppé, on l'appellera Valérie Pécresse. Un manque de cohérence qu'on lui reproche une nouvelle fois, au lendemain de la débâcle des Républicains aux Européennes. Elle claque la porte du parti. Yes, darling. Beaucoup ne comprennent pas son choix et se disent mais finalement a-t-elle du sens politique ? Parce que Laurent Wauquiez est défait après les Européennes. Pardon, faites attention à ne pas vous faire mal. Et donc elle aurait pu prendre le parti. Et en fait, beaucoup soupçonnent Valérie Pécresse d'avoir eu peur de prendre le parti, d'avoir eu peur de faire un mauvais score. Donc son positionnement n'est pas très compris. Et pendant des mois, elle va devoir se défaire de cette idée un peu de la traître qui aurait quitté sa famille politique. Valérie Pécresse a créé son propre mouvement, libre, à la ligne plus centriste. Isolée, sa fenêtre pour 2022 semble réduite. D'ailleurs, elle hésite longtemps avant de se lancer. Je me souviens, elle va chez Jean-Jacques Bourdin et tout le monde pense qu'elle va annoncer sa candidature. Et en fait, elle ne l'annonce pas du tout. Et même, elle donne rendez-vous à la fin de l'été. Et là, beaucoup de ses proches lui disent « Écoute, si tu veux y aller, il faut y aller le plus vite possible parce que la fin de l'été, ce sera peut-être trop tard. » Et elle leur dit « Je fais un break, je pars quelques jours en vacances. » Elle va en Italie. Elle veut d'abord s'assurer que ses enfants, que son mari sont bien d'accord pour se lancer dans ce combat présidentiel. Et du coup, en plein milieu de l'été, elle l'accélère. Elle rentre de vacances en Sicile. Elle va annoncer au JT sa candidature. Le soir de sa candidature, elle téléphone à Patrick Stéphanie et lui dit « Il faut que tu sois mon directeur de campagne. » La candidate a manœuvré habilement. Elle a battu les favoris et remporté la primaire des Républicains avec 60% des voix au second tour. Son discours s'est de nouveau droitisé. Elle revendique une image de fermeté. Elle dit s'inspirer de deux femmes fortes qui ont marqué l'histoire de l'Europe. Dans les deux grands pays qui nous entourent, finalement, les personnalités politiques qui ont le plus laissé leur marque sur la durée, parce qu'elles étaient tenaces, coriaces, pugnaces, et qu'elles défendaient leur peuple, c'était Margaret Thatcher et Angela Merkel. Elles défendaient leur peuple. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle, il parle, il parle. Il donne des leçons au monde entier et la France se prend des camouflets. Donc on a besoin d'une femme pour faire et pas pour plaire, pour relever la France. L'Élysée aurait sans doute préféré que les Républicains choisissent un autre candidat. D'ailleurs, les intentions de vote en faveur de Valérie Pécresse enregistrent une nette poussée. Mais dans le marathon de la présidentielle, elles, comme les autres, n'en sont qu'à l'échauffement.